Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les principales informations que nous allons suivre ensemble aujourd'hui. À la une, la présidentielle 2025, Kwasi Israël Daniel annonce la suspension de sa participation. En santé publique, un constat préoccupant, les toilettes publiques manquent cruellement d'hygiène. Et toujours dans la santé, plus de 50 cliniques ont été fermées suite à une opération de contrôle dans les communes de Cocody et Bingerville. Déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2025 depuis février dernier, Kwasi Israël Daniel, candidat indépendant et président du mouvement des générations conscientes en marche, vient d'annoncer son retrait de la course. Il s'est expliqué ce jour devant la presse. Notre reporter, Mesmer Yao, était sur place pour recueillir ses déclarations. Dans une déclaration rendue publique à ce jour, Kwasi Israël Daniel annonce la suspension de sa participation à cette échéance électorale, invoquant l'absence des conditions nécessaires à la tenue d'un scrutin véritable, inclusif, libre et transparent. Mesdames et messieurs, le mouvement Les Générations Conscientes en Marche répond présent à cet appel et décide de la suspension de la candidature de son président à la candidature aux élections présidentielles d'octobre 2025. Et cela jusqu'à la guérison totale de la Côte d'Ivoire. Le candidat indépendant invite le président de la République à prendre, dans les meilleurs délais, des mesures urgentes en vue de la réinscription des personnalités radiées de la liste électorale dans l'intérêt de la paix sociale et du respect des principes. Le temps est venu pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de prendre une décision politique pour remettre tous ses leaders en course pour la présidentielle d'octobre 2025. Kwasi Israël Daniel annonce également son adhésion au mouvement Trop c'est trop, conduit par le président Laurent Gbagbo. Après cette actualité politique de premier plan, intéressons-nous à présent à une autre préoccupation quotidienne, celle de la santé publique. Zoom sur l'état des toilettes publiques. Un constat, elles manquent cruellement d'hygiène. Acteurs incontournables de leur bon fonctionnement, les gérants de ces espaces se battent au quotidien pour maintenir un minimum de propreté. Fanny Karidja est allée faire le constat dans les rues d'Abidjan, suivant ensemble son reportage. Les toilettes publiques, souvent jugées comme des lieux banals, des endroits impropres, pleins d'infections, sont des espaces qui aident souvent les passagers pour leurs besoins pressants. Loin de ce que peut penser la collectivité, il se trouve des gérants au cœur de ces installations qui veillent à l'hygiène. Des personnels souvent méconnus, mais ô combien essentiels. Chaque jour, soit matin on a ouvert à 5h, soit on a fini le soir à 19h comme ça. Au blague ici, le marché là est vide. Donc si 19h arrive là, on lave propre. En fermant, on verse javel, donc on part à la maison matin, si on vient là, on verse l'eau, on commence. Voilà, c'est nous qui la propre. Là aussi, avec les javels, on dit aussi c'est sale ou bien l'odeur sort là, les clients ne viennent pas. Donc à cause de ça, les javels, les produits, là, on a payé, voilà, certains aussi, avec ça, tout ça, donc on s'est dit oui. C'est moi qui nettoie les toilettes lorsqu'elles sont sales. Chaque jour, je verse de l'eau de javel afin de rendre cet endroit propre, car il existe plusieurs maladies telles que le chopis que l'on peut contracter par le biais de ces installations. Malgré les polémiques entourant les toilettes publiques, pour certains usagers, ces lieux sont nécessaires. Mais pour d'autres, ils demeurent peu fréquentables pour diverses raisons. Finalement, les toilettes sont fréquentables, oui, dans le sens où ces toilettes-là aident aussi certaines personnes. Vous savez, on ne peut jamais arrêter la diarrhée ou même soit un mal de ventre. Donc, du coup, pour ces personnes-là, les toilettes sont fréquentables. Les toilettes, parfois, ne sont pas très nettoyées. Et en allant uriner, en allant faire ses besoins, on peut avoir des infections, des maladies. Pour cela, le mieux à faire, c'est d'abord de regarder l'endroit où on va uriner ou bien faire ses besoins avant même de y entrer. Selon le docteur Doman Assis Didier, l'hygiène publique est essentielle dans tous les domaines d'activité. Ainsi, les gérants de toilettes publiques doivent adopter une nouvelle vision pour rendre ces lieux plus confortables pour leurs clients. D'abord même, lorsqu'il veut faire d'un lieu des toilettes publiques qui tient compte de la question architecturale et qui définisse en quelque sorte la notion d'hygiène architecturale. Pour que déjà, une fois que la question d'hygiène architecturale est prise en compte,
alors l'entretien, ça va faciliter l'entretien des locaux. Et lorsque l'entretien des locaux est facilité, alors on peut maintenir l'hygiène dans ces lieux. Et deuxième élément, c'est que ces personnes-là se forment à la question d'hygiène publique parce qu'ils ont construit des latrines, des toilettes dont la population aura besoin. Alors pour ne pas partager des maladies à plusieurs personnes, alors il faudrait qu'ils entretiennent, mais il faudrait qu'ils soient formés sur la question de l'entretien des locaux, l'entretien en matière d'hygiène, en matière de propriété, voire bien tenir ces établissements-là. Les toilettes publiques sont avant tout un bien public, des installations mal entretenues étant des foyers d'infection et de maladies pour tous. Le bon usage incombe donc à tous. Après ce regard sur l'hygiène urbaine, abordant un tout autre aspect, celui de l'accès aux soins pour tous. Une caravane nationale de sensibilisation et d'enrôlement a sillonné le pays à l'initiative de la direction de la couverture maladie universelle. La clôture de cette campagne a eu lieu récemment. Déborah Bonneau y était. Voici son compte-rendu. La Direction générale de la couverture maladie universelle CEMU a procédé ce mardi 1er juillet 2025 à la cérémonie de clôture officielle de la caravane nationale de sensibilisation et d'enrôlement à la CEMU. Lancée dans la commune de Cocody, cette initiative visait à rapprocher les populations du dispositif de couverture sanitaire, à renforcer l'adhésion des citoyens au régime obligatoire et à informer largement sur les droits et les modalités d'accès aux soins. Nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation à travers différents canaux de communication, radio, télévision, digitale. Nous avons organisé des rencontres avec les différents acteurs suscités, ainsi que des missions terrain dans 8 presses pour le suivi de la mesure et des différents intrants et médicaments mis à disposition des établissements de santé. Les premiers résultats sont très encourageants, malgré la persistance de certains défis. Grâce à la mise en œuvre progressive de la CEMU, de nombreux hôpitaux publics, centres de santé et pharmacies conventionnés à travers le pays sont désormais intégrés au dispositif. Cette couverture permet à une large frange de la population, y compris les plus vulnérables, d'accéder à des soins de qualité à moindre coût. À ce jour, près de 3000 établissements sanitaires publics et environ 1200 pharmacies privées appliquent la couverture maladie universelle. Le taux d'utilisation des services est en progression. De 9% en 2023, il est passé à 24% en fin mai 2025. Notre ambition est claire, faire de la CMU l'assurance de base en Côte d'Ivoire, particulièrement renforçant le premier niveau de soins. La CMU ou couverture maladie universelle est un dispositif mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour garantir à l'ensemble de la population un accès équitable à des soins de santé de qualité et à moindre coût. Et l'on reste dans le domaine de la santé avec cette fois une opération de contrôle musclé, opération coup de poing dans le secteur de la santé. Le jeudi 26 juin 2025, la direction des établissements privés et des professions sanitaires a mené une mission de contrôle dans les communes de Cocody et de Bingerville. Résultat, plusieurs cliniques ont été fermées. Erina Été nous fait le point. C'est une descente qui a laissé des portes closes derrière elle, à Cocody et Bingerville. Plusieurs cliniques privées ont été fermées ce 26 juin. Une vaste opération de contrôle menée par la direction des établissements privés et des professions sanitaires, la DEPPS. 211 établissements passés au peigne fin en une seule journée. À leur tête, le Dr Biti et ses équipes. Et les chiffres donnent le vertige. 145 cliniques n'avaient ni autorisation d'ouverture ni droit d'exercer. Résultat immédiat, 62 fermetures pour non-conformité. Les rideaux sont tombés sans délai. Et ce n'est pas tout. 83 structures ont été mises en demeure. Elles ont désormais un délai pour se régulariser. A l'inverse, 66 établissements étaient aux normes, dont 45 salués pour leur conformité exemplaire. La DEPPS ne compte pas s'arrêter là. Cette opération baptisée coup de poing annonce une série de contrôles plus larges à Abidjan et ailleurs, avec un objectif précis, protéger les patients, remettre de l'ordre dans le privé et redonner confiance dans les soins de proximité.
Cap maintenant sur l'international avec une nomination qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Une nomination stratégique au cœur de l'Afrique australe et de l'océan Indien. La Banque mondiale vient de franchir une nouvelle étape dans son engagement pour le développement du continent africain. Ce mardi 1er juillet 2025, l'institution a confié à l'expert ivoirien Fili Sissoko la direction de ses opérations dans 5 pays clés de la région. Une reconnaissance majeure pour une expertise africaine au service de l'Afrique. Après cette belle reconnaissance internationale pour notre expert ivoirien, tournons-nous maintenant vers un autre temps fort qui valorise le dynamisme économique local. 2 jours de réflexion, de partage d'expériences et d'engagement en faveur de l'entrepreneuriat ivoirien. Le mouvement des petites et moyennes entreprises a célébré ses 45 ans à travers un forum national organisé les 29 et 30 juin dernier à Abidjan. Au programme panel, échange avec les financeurs, témoignages d'entrepreneurs et pour clôturer, un dîner gala avec remise de distinction aux PME les plus performantes. Retour sur les temps forts de ce forum stratégique qui a rassemblé les acteurs clés de notre tissu économique. Le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire PME a célébré ses 45 ans d'existence à travers un forum national tenu les 29 et 30 juin dernier à Abidjan. Pendant 2 jours, dirigeants de PME, experts, représentants de l'État et institutions financières ont échangé sur les grands défis du secteur. Au programme, panel, présentation, partage d'expériences et discussions stratégiques autour de thèmes tels que l'accès au financement, la structuration, l'innovation ou encore la transmission d'entreprises. Et c'était important pour nous de le faire, on l'a fait, on l'a réussi. On a eu 1150 PME qui ont participé pour la première audition. Je pense que les 50 années seront vraiment des années beaucoup plus grandes. Mon objectif, c'est qu'on arrive à 2000, au moins à 2000 membres, parce que les anciens étaient à 2000 membres en 99, au moins à ça. Mon gros défi, c'est de pouvoir digitaliser tous nos processus de formation pour que les PME qui ne sont pas seulement à Abidjan, parce que le problème, c'est que les formations se font en présentiel, donc il faut être à Abidjan. Ce n'est pas évident. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir toucher des PME à Zouagne, des PME à Ferké, des PME à Soubré, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 322 742 km². Ce n'est pas juste la ville d'Abidjan. Le forum s'est achevé sur une note festive avec un dîner gala et la remise de distinction à des PME performantes et innovantes. Les CPME, comme je l'ai indiqué, constituent en réalité le soubassement, les fondations sur la colonne vertébrale de notre économie. Pour que nous puissions avoir en fait plus de PME qui soient demain des entreprises de taille intermédiaire et après demain des champions nationaux. Parce que ça nous a permis déjà de voir plusieurs angles, de voir l'angle opérationnel, de voir l'angle institutionnel et de voir également l'angle du secteur privé. Ça a été l'occasion pour le secteur privé de dialoguer aussi donc avec le public et ça a été l'occasion de retenir que nos PME ont besoin d'être formés, d'être informés et ont besoin de vraiment travailler sur leur renforcement de capacité. Une cérémonie mémorable pour 45 ans de combat aux côtés des entrepreneurs, mais surtout un appel collectif à faire des PME de véritables moteurs de croissance inclusive et durable en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Samson Oula avec la voix de Karidja Sidibé. Et pour aller plus loin dans la dynamique économique du pays, passons à présent à notre chronique économie. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique et jouent un rôle central dans la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté et la croissance. Pourtant, elles demeurent fragiles avec un taux élevé de fermeture dans les premières années. Quels sont les véritables freins au développement de ces entreprises? Comment les surmonter et quelles priorités faut-il définir pour renforcer leur rôle dans l'économie nationale? Et pour répondre à toutes ces questions, Guillaume Liby, notre chroniqueur économie, est là ce soir. Bonsoir, Monsieur Liby. Bonsoir. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. De vous revoir après un petit moment. Alors, aujourd'hui, on parle de PME. Tout d'abord, que désigne concrètement le terme PME? Quels sont les critères qui permettent de classer une entreprise parmi les petites et moyennes entreprises? Alors, une PME, c'est une entreprise qui n'est pas une grande entreprise, qui n'est pas non plus une micro-entreprise individuelle. Alors, il y a 3 types de PME qu'on peut trouver dans notre écosystème. Il y a les très petites entreprises, il y a les petites et
et il y a les moyennes entreprises. Alors, cette classification se fait donc sur la base donc, du nombre de salariés et du chiffre d'affaires. Donc, la très petite, c'est moins de 10 personnes, avec chiffre d'affaires de moins de 30 millions. La petite, c'est environ 50 employés, chiffre d'affaires entre 30 et 150 millions. Et la moyenne, donc, c'est 200 salariés et 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Donc voilà les 3 types de PME que nous avons en Côte d'Ivoire. Et quelle place elles occupent réellement dans notre économie? Alors il faut dire que premièrement, bon, ça c'est la classification qui est faite en Côte d'Ivoire, hein, mais souvent dans le même contexte aussi, par exemple les banques, les banques ont aussi leur manière de classifier les PME en fonction de leurs besoins. Parfois vous avez des entreprises qui peuvent faire 10 milliards de chiffre d'affaires mais qui sont considérées comme des PME. Donc c'était juste pour situer cela. Mais les PME jouent un rôle très important dans notre économie. Aujourd'hui, on parle de 96% du tissu des entreprises qui est constitué donc des PME. Ça fait environ 60 000 entreprises. Et ces entreprises-là vont contribuer à hauteur de 23% donc, au PIB et génèrent près de 23% des emplois formels. Donc, c'est un segment très important pour l'économie nationale. Alors, on a plusieurs structures d'appui qui sont évoquées lorsqu'on parle de PME en Côte d'Ivoire, notamment l'agence Côte d'Ivoire PME, le guichet unique et le fonds de garantie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur rôle? Oui, tout à fait. Bon, disons que ce sont des structures qui constituent l'écosystème de l'appui donc aux PME. Alors, vous avez Côte d'Ivoire PME qui joue le rôle, si vous voulez, un peu du coach. Du coach de ces entreprises-là, qui fournit les services de formation, d'incubation. Et vous avez également, vous l'avez dit, le fonds de garantie qui sert de garantie donc, aux banques lorsque donc, ces PME veulent emprunter donc, des liquidités. Voilà. Et donc, ce fonds-là va prendre en charge une partie donc, des encours, donc, ce qui fait que ça rassure un peu les banques et ça leur permet donc, de faire plus de prêts. Ensuite, vous avez le GUD PME, qui lui est, si vous voulez, le chef d'orchestre, hein, qui gère un peu toutes les autres activités, toutes les activités du secteur, donc de ces structures d'encadrement, de sorte à ce que l'action soit efficace et cohérente. Donc voilà un peu, si vous voulez, la structuration de l'écosystème d'appui donc, aux PME. Et on entend souvent dire que les PME ne vivent pas longtemps. Est-ce qu'on a des données sur le taux de fermeture et quelles sont les principales raisons de cette fragilité-là des PME? C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. On peut estimer que sur 10 entreprises qui se créent, 7 ferment au bout de 3 ans. Donc c'est quand même un taux de sinistralité très important. Et cela vient du fait que, bon, on peut trouver plusieurs raisons. Il y a 2 principales branches de raisons. On a les PME, donc les raisons endogènes, que les PME elles-mêmes, souvent elles sont sous-capitalisées. Voilà, donc lorsque vous êtes sous-capitalisé et que les pertes s'accumulent, vous n'avez plus de ressources pour continuer l'activité, donc vous êtes obligé de mettre la clé sous le paillasson. Ensuite, il y a la structuration managériale. Vous savez, vous êtes journaliste, vous pouvez un jour créer une activité de communication. Mais bon, l'activité de l'entreprise ne s'arrête pas à la communication, il faut la comptabilité, il faut le marketing, etc. Donc souvent, cette cohésion n'est pas faite. Ensuite, il y a la structuration financière. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez donc un background de comptabilité, faire la gestion, marketing, donc la gouvernance, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui ne sont pas toujours réunis et donc qui causent ce problème au niveau donc, des PME. Bon, évidemment, ça c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de financement aussi? Oui, bon, ça fait partie des problèmes. Donc, je disais, ça c'est le problème endogène au PME. Maintenant, il y a le problème exogène. Voilà. Donc, le problème exogène, on peut citer l'État, qui n'a pas, je dirais, une fiscalité amicale vis-à-vis des PME. Vous pouvez même commencer à payer les impôts avant même d'avoir votre premier chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Ensuite, vous avez l'accès au marché public. Au marché public qui n'est pas toujours évident. Et vous l'avez mentionné, l'accès au financement. Bon, l'accès au financement, effectivement, à cause de la jeunesse et de l'organisation qu'on vient de voir dans des PME, souvent c'est difficile pour les banques de financer les PME. Mais en même temps, lorsqu'elles le font, elles ne financent qu'en majorité les activités commerciales. Donc vous avez près de 80% des actifs bancaires qui sont constitués de crédits commerciaux à court terme.
Alors que les besoins des PME, ce sont donc des besoins de financement de projets à long terme pour garantir leur croissance. Donc, il y a ce hiatus-là qui joue donc en défaveur donc, des PME et donc qui contribue aussi à la situation que nous déplorons tous. Alors, face justement à ces défis-là, quelles solutions concrètes peuvent être envisagées à la fois du côté des pouvoirs publics et du côté aussi entrepreneurs eux-mêmes, comme vous avez dit? Oui, alors ici on peut situer les enjeux à 3 niveaux. Premièrement, je pense que les PME doivent se remettre en cause, doivent continuer donc de se structurer, de se moderniser, et puis de ne pas hésiter à recourir donc aux structures d'accompagnement que nous avons citées tout à l'heure, qui font également leur travail. Ensuite, il y a l'État. L'État, tout à l'heure on le disait, mais l'État peut améliorer l'accès au financement de plusieurs manières. Premièrement, en continuant donc d'encadrer les PME pour leur modernisation, mais aussi en participant directement au financement, parce qu'on peut créer une banque publique destinée donc particulièrement aux PME et aux métiers. Donc c'est une possibilité. Et puis l'État peut aider à créer le cadre, je dirais, institutionnel pour le développement des financements nouveaux, comme les financements participatifs, les business angels, les fonds d'investissement. Donc tout cela va contribuer à améliorer ou en tout cas à aider l'État donc à financer les PME. Et puis bien évidemment, il y a la question de la fiscalité, comme on le disait tout à l'heure. Il faut rendre amicale cette fiscalité, qui n'est pas du tout amicale du tout, parce que je dis, on se pose les questions. À quoi ça sert de taxer ou bien de faire des prélèvements sur une entreprise qui va mourir dans 3 ans? De revenus surtout. Voilà. Et qui va mourir, on sait qu'elle va mourir dans 3 ans, donc pourquoi la taxer? Donc il faut être plutôt audacieux. Suspendre les prélèvements sur la création, sur l'exploitation, sur au moins 3 ans, de sorte à permettre à l'entreprise de se développer. Et puis après, vous avez un vivier d'entreprises sur lesquelles vous pouvez davantage faire des prélèvements. Donc, je pense qu'il y a ces choses-là qu'il faut donc regarder. Et puis maintenant, au niveau des banques. Alors, sur les banques, je pense qu'il faut plus d'audace et d'organisation. Voyez-vous, si vous dédiez des équipes aux PME, donc qui vont apprendre, qui vont avoir de l'expertise, ça va vous permettre donc de diminuer le risque vis-à-vis le risque que vous prenez vis-à-vis donc de ces entreprises-là. Et pour cela, je pense qu'il faut faire comme je dirais du transaction banking. C'est-à-dire qu'il faut financer les actifs circulants des PME et vérifier donc la transformation de ces actifs-là en liquidité. Voilà, c'est ça qu'on appelle le transaction banking. Plutôt que de faire du profiling banking, comme ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire on prend les états financiers, on fait l'analyse, on voit quel est votre profil des risques, etc., et on vous accorde du prêt. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et si toutes ces activités-là sont mises en œuvre, on pourrait effectivement réduire le taux de mortalité dont on a parlé. Des PME. Alors, quelles devraient être aujourd'hui donc les priorités stratégiques pour permettre aux PME ivoiriennes de mieux contribuer au développement économique? On va terminer sur ça. OK. Bon, je pense que, comme on vient de le dire, le défi majeur pour les PME, c'est de se formaliser. C'est la croissance, la modernisation, la formalisation. Et pour que tout cela soit possible, toute la synergie d'action que nous venons de développer, si on peut les mettre en œuvre, ça va donc permettre donc à ces PME d'atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup, Monsieur Libi. Merci beaucoup. Les PME constituent un pilier du développement économique et social. Leur dynamisme est un indicateur clé de la santé de notre tissu entrepreneurial. Mais pour qu'elles jouent pleinement leur rôle, il est essentiel de lever les obstacles qui freinent leur croissance et leur pérennité. C'est ici donc que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour les prochaines actualités et prenez soin de vous. À demain.